Donc, on va passer à la dernière séquence de cette matinée avant le déjeuner. Comme je le disais tantôt, la conversation avec Madame Jela Wan, j'espère que je le prononce bien, sur la place des femmes dans les institutions de production et de savoir. Et je vais inviter Madame Wan donc à rejoindre le présidium. Et pour sa brève présentation, Madame Wan est ancienne directrice du laboratoire d'études stratégiques de défense, paix et sécurité du Centre des hautes études de défense, excusez-moi, et de sécurité, le SHEDS. Elle a exercé également des fonctions de responsabilité académique, notamment comme chef du département de sciences juridiques et directrice des études de la statistique et des réformes universitaires à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Elle a collaboré avec des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la santé. Elle cumule donc plus de 14 années d'expérience dans l'enseignement supérieur et s'investit activement dans la formation et la recherche scientifique. Madame Wan, merci beaucoup d'être avec nous et on a hâte d'écouter votre contribution sur la place des femmes et des institutions dans les institutions de production de savoir. Merci. Euh, je vous remercie, Adi, pour cette présentation. Je remercie également Wati pour cette invitation. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai d'être là aujourd'hui. Je voudrais dire également le côté très enrichissant donc de cette activité, donc de cet anniversaire des 10 ans de Wati, une organisation, je l'avoue, que je ne connais pas. Par contre, de nom seulement, donc je connaissais Wati. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc dans le cadre de la présentation donc de mon parcours, j'ai été directrice donc du laboratoire d'études stratégiques de défense, paix et sécurité du Centre des hautes études de défense et sécurité. Donc c'est un poste que j'ai quitté récemment. Et dans le cadre donc de ce thème qu'on doit développer portant donc sur la contribution des femmes dans les institutions de production de savoir, je dois avouer que je ne connais pas très bien le format qu'il faudra appliquer. Est-ce que ce sera sous forme donc de questions-réponses ou bien je vais moi-même parler de mon expérience? Voilà, j'ai besoin quand même de quelques éclaircissements, Oui, s'il vous bien plaît. sûr. Vous avez à côté de vous Traoré et Karen Oui. Kout qui seront les modérateurs de cette conversation. Mhm. C'est vraiment une conversation, hein. Ils vont vous poser des D'accord, questions et d'accord, vous répondrez à leurs d'accord, questions. Ce sont les d'accord. Je vais leur modérateurs. demander donc de se présenter. Bien sûr, ils Ça me vont le permettra faire. peut-être de savoir quelles questions il faudra leur poser. Merci Merci Ouais, beaucoup. parole. beaucoup, Adji. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Comme Adji l'a dit et aussi rappelé dans la vidéo précédente, euh, nous allons aborder la question des femmes dans les institutions de recherche, mais aussi de production de savoir. Parce qu'il est important, ce thème est important parce que lorsqu'on regarde les statistiques de la population, que ce soit au Sénégal ou dans la région, euh, la sous-représentation des femmes dans les institutions de recherche constitue, euh, c'est comme si nos États se privent des personnes importantes de la société parce qu'au Sénégal, les femmes représentent environ 49,7% de la population. Donc, je crois que ce thème est important. Et pour commencer avec la discussion aujourd'hui, la première question serait de savoir aujourd'hui quel constat faites-vous de la représentation des femmes dans l'écosystème des institutions, que ce soit dans les instituts de recherche universitaires dont vous avez une expérience, mais aussi dans d'autres think tanks ou laboratoires qui sont pas des affiliés aux universités Mhm. aujourd'hui. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Traoré, pour cette question. Pour y répondre, et en me basant sur mon expérience personnelle, dans le cadre du Centre de hautes études de défense et sécurité, bon, j'ai eu la chance quand même d'occuper un poste de direction d'un organe de recherche capitale
qui s'appelait donc le laboratoire donc d'études stratégiques. Et donc, c'est une institution que j'ai pilotée et que j'ai moi-même été chargé quasiment de créer parce que j'ai été la toute première personne qui a dirigé cette instance. Donc, ce qui fait que je me suis occupé du recrutement des membres de ce laboratoire. Et à ce niveau-là, on peut dire que par rapport donc au dossier qui avait été réceptionné après l'appel à candidature, il y avait nettement une sous-représentation de femmes. Une sous-représentation de femmes, je dois même dire que de ce que nous avions shortlisté, il n'y avait qu'une seule femme qui apparaissait dans cette sélection et qui malheureusement n'a pas été choisie en définitive. C'est vrai que quand même le niveau de diplôme requis était assez élevé parce que c'était un doctorat qui était exigé pour pouvoir donc être recruté donc en tant que chercheur dans le cadre de ce laboratoire. Doctorat, mais dans tous les domaines du savoir. Il n'y avait pas véritablement un domaine spécifique qui était ciblé, mais comme je le disais, donc seule une femme avait été donc shortlistée et malheureusement donc après entretien, il a été décidé donc de ne pas retenir sa candidature. Donc ça, c'est déjà donc une première expérience donc qui montre la sous-représentation des femmes dans le monde de la recherche. Maintenant, en tant que professeur d'université, poste que j'exerce depuis 2011, fonction que j'exerce depuis 2011, poste que j'occupe donc depuis 2011, là aussi, de mon point de vue personnel, je n'ai pas eu de problème pour me frayer un chemin dans le monde de la gouvernance universitaire. Parce que tout à l'heure, vous le disiez, j'ai été chef de département. Au niveau donc de notre département de sciences juridiques, j'ai aussi été directrice des études, des statistiques et de la recherche universitaire, et des réformes universitaires, pardon, des SRU. Et ça, voilà, c'est un poste qui m'a été proposé, proposition que j'ai acceptée. Et c'était au niveau central. Donc c'est dire que véritablement, on ne peut pas parler quand même de machisme en ce qui concerne le monde universitaire. Donc j'ai été donc directrice des études et véritablement dans mes tâches quotidiennes, je n'avais pas en tout cas le sentiment d'avoir à faire face à une quelconque rigidité ou bien à des difficultés de la part donc de mes collègues masculins. Donc de mon point de vue, donc de ce point de vue-là, vraiment, je ne pense pas que il y ait véritablement des bâtons qui soient mis dans les roues des femmes pour leur empêcher d'y arriver. Je pense que si elles se donnent les moyens, qu'elles ont les ambitions, elles ont la possibilité d'y parvenir. Donc je parle d'un point de vue personnel. Maintenant, par rapport donc même au corps professoral de l'université, si on parle de représentation des femmes au niveau de notre université, Ziguinchor, qui constitue quand même une université qui n'a pas la taille de Dakar et qui n'est pas aussi ancienne que Dakar, là véritablement il y a donc une sous-représentation des femmes qui est marquée, qui est flagrante, parce que on n'est pas une dizaine de femmes enseignantes chercheurs, il n'y en a pas, donc enseignantes chercheurs, on fait pas une dizaine. Et, euh, et voilà. Donc, mais par contre, pour ce qui est du personnel administratif, là, oui, il y a énormément de femmes. Donc, vous savez, comme vous le savez, hein, les études universitaires sont extrêmement longues. La recherche, c'est une activité qui est solitaire. Est-ce que il n'y a pas une incompatibilité entre la recherche et la vie de famille telle qu'on la conçoit au niveau africain? C'est une question qui peut être posée. Parce que j'ai aussi milité dans le cadre d'une association qu'on appelle la COFULEF. COFULEF, c'est une organisation de femmes qui avait été créée par des enseignants de l'université Cheikh Anta Diop. Et là, on voyait, par exemple, des femmes, des doyennes de cette association qui n'avaient pas, de toute leur carrière, qui avait duré 30 ans, réussi à soutenir leur thèse. Et là, on se dit, voilà, qu'est-ce qui fait réellement qu'il y ait donc ce retard considérable dans la carrière des femmes au niveau universitaire? Certaines disaient par exemple, le mariage, c'est constitué un facteur peut-être limitant. Il y a aussi les maternités. Certaines disaient même qu'une maternité, c'est 3 ans de pause dans une carrière. C'est des données, hein, des chiffres qui étaient brandis. Et véritablement, à voir la situation réelle des femmes au niveau donc de cette association, de ces femmes enseignantes, chercheurs qui n'avaient pas réussi à être docteurs ou qui soutenaient leur doctorat véritablement à un âge très avancé. On se dit, oui, que, voilà, en tant que femme, en tout cas, on n'a pas les mêmes
faciliter que les hommes, en tout cas, à réussir à ce niveau-là, à cause de la longueur, bien sûr, des études. Merci beaucoup, professeur, pour ces réponses. Je vais peut-être rappeler quelques chiffres avant de poser la deuxième question sur la sous-représentation des femmes chercheurs, surtout en Afrique subsaharienne, selon une étude de l'UNESCO. 29% des chercheurs en Afrique subsaharienne euh, sont des femmes. Et la Namibie représente le pays le plus avancé avec 44% des chercheurs qui sont femmes, suivi de l'Afrique du Sud qui est à 42%. Mais au Sénégal, d'après une étude de la fondation Heinrich Bolt effectuée en 2023, euh, seulement 17% des enseignants, des maîtres de conférences au Sénégal sont des femmes. Euh, Selon vous, euh, et également en lien avec le recrutement auquel vous avez fait lorsque vous étiez directrice du laboratoire au niveau du CHET, euh, quelle évolution observez-vous par rapport au rôle des femmes dans les institutions? Et peut-être pour la deuxième question, c'est comment la participation des femmes aujourd'hui euh, est remarquée ces 10 dernières années et aussi dans des postes de responsabilité qui n'est pas aussi nombreux en tant que directrice. Donc, comment est-ce que vous viviez aussi ces situations? Je suis pas très bien compris. Donc, la situation, du fait que j'étais dans le Alors, poste de, que j'occupais le poste de directrice de quand laboratoire. vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité dans un contexte qui est dominé Par majoritairement des hommes. par des hommes et vous avez même mis en place, on va dire, le laboratoire en recrutant des personnes. Et qu'est-ce qui fait que malgré la shortlist que vous avez effectuée où il y avait une dame qui n'a pas été sélectionnée, qu'est-ce qui explique cela alors que les compétences, on va dire les diplômes étaient là avec d'autres profils, mais pourquoi le choix euh, est porté sur des hommes, pas sur des femmes dans ce cadre précis? Ah non, non, c'était essentiellement hein, sur la base de critères objectifs. C'était essentiellement objectif. On avait fait, il y a même une grille de sélection de l'université que nous utilisons. Ce sont des critères extrêmement objectifs. Il y a aussi le nombre de publications et à chaque fois, ce sont des critères qui sont objectifs. On met un point à chaque fois donc qu'il y a un critère qui a été rempli, une condition qui a été remplie par l'impétrant, par le candidat. On a aussi des points qui sont attribués par article publié. Donc là, véritablement, donc dans le cadre de la sélection, on a donc ces critères qui sont objectifs. Ce n'est pas seulement en se basant sur des considérations liées, par exemple, au sexe du candidat. Pas du tout. Ce sont des critères objectifs basés sur l'expérience académique réelle de la personne. Et donc, à ce niveau-là, voilà, il faut dire aussi que la candidate qui avait été shortlistée, elle arrivait véritablement bien après donc les candidats hommes. Parce faut avoir enseigné pendant certaines années, il faut aussi avoir publié un certain nombre d'articles, et c'est sur cette base-là qu'on arrive donc à faire la différence entre les différents candidats. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à ma collègue Karen. Euh, Depuis que vous avez commencé en 2011 Mhm. jusqu'à aujourd'hui en 2025, est-ce que vous avez remarqué une évolution de la représentation des femmes dans les institutions de recherche, que ce soit au Sénégal, mais aussi dans la région, parce que vous avez une expérience internationale également. Tout à fait. Au niveau international, en tout cas, des organisations internationales dans lesquelles j'ai eu à travailler, on n'avait pas ce problème de sous-représentation des femmes. Je pense même peut-être que les femmes étaient surreprésentées. Maintenant, par rapport aux personnes, au personnel féminin de ces organisations, il y a quand même certaines choses à dire. C'est que, bon, ce sont des femmes qui ont peut-être fait le choix de travailler uniquement dans le cadre de ce genre d'enceintes, d'institutions. Et
bon, c'est peut-être un élément qui n'est pas déterminant, mais qui n'ont pas de vie sociale. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Une surreprésentation de femmes, donc, qui ne font que ça. Il n'y a pas de vie sociale à côté. Il n'y a pas de vie familiale. C'est véritablement des personnes qui ne vivent que pour leur travail. Est-ce que c'est ce qui, voilà, permet peut-être à une femme de pouvoir exceller dans le monde de l'enseignement? C'est une question, donc, qu'on peut poser, qui n'est pas très scientifique, mais c'est quand même une considération au point de vue sociologique, qui mérite d'être faite. Et donc, là, au niveau du Sénégal, peut-être le choix qui est fait par les femmes, c'est peut-être donc de donner plus d'importance, de prioriser leur vie sociale plutôt que la vie académique, parce que même dans le profil des enseignantes qui arrivent au niveau donc agrégation, professeur titulaire, voilà, ce sont peut-être celles qui ont plus de temps, qui ne sont pas véritablement handicapées par une vie sociale extrêmement riche. Peut-être c'est elles qui arrivent je sais pas, c'est une considération, en tout cas, une remarque que j'ai pu faire, que je dis là tout haut, même si par contre il n'y a pas de données scientifiques que je puisse donc invoquer pour soutenir cette affirmation. Mais c'est juste que c'est une constatation que j'ai pu faire de manière générale. Donc je suis moi-même professeur agrégé de droit privé. Et pour ce qui est des professeurs agrégés en droit privé, je pense qu'on doit être 5 au Sénégal. Amsatou Sidibé, on peut les citer. Amsatou Sidibé, il y a, comment elle s'appelle, l'actuelle doyenne de la fac de droit, Madame Sisseignan. Et il y a aussi Madeleine Diaye, qui est la directrice de l'Institut des métiers du droit. Et il y a moi-même et une autre qui est passée en deux autres parcours. Donc on est 6. On est 6, on peut vraiment compter le nombre de femmes qui arrivent à ces niveaux-là. Et donc, c'est une sous-représentation. Et encore une fois, peut-être on peut attribuer ce facteur-là au fait que les études donc, universitaires sont particulièrement longues. Et que la recherche, encore une fois, pour pouvoir effectivement produire de bons résultats, il y a quand même cette solitude peut-être qu'il faut observer. Mais encore une fois, si je n'ai pas de données scientifiques donc pour étayer cela. Merci. Mhm. Merci beaucoup, professeur. Je vais donner la parole à ma collègue Karen pour la suite des discussions. Bonjour aussi de ma part et merci beaucoup pour votre présence, professeur. Et moi, je veux parler de ce que vous aviez déjà évoqué sur aussi le cadre systématique qu'il faut potentiellement. Et est-ce que vous avez peut-être des initiatives, textes ou lois universitaires en Afrique de l'Ouest ou particulièrement au Sénégal en tête qui ont peut-être permis aussi aux femmes de surmonter les obstacles que vous avez évoqués, peut-être familiales aussi ou d'autres obstacles qu'ils rencontrent dans les institutions de production de savoir. Merci beaucoup pour cette question qui est, oui, extrêmement intéressante parce que c'est vrai qu'il y a un élément que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure quand j'ai pris la parole pour expliquer un peu mon parcours. C'est que par rapport aux dispositifs qui sont mis en place au niveau étatique, il y a eu quand même des, des initiatives qui ont été salutaires. Le ministre, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Marito Mian, à un moment donné, il avait mis en place un programme destiné à aider les femmes enseignantes, le personnel constitué de femmes enseignantes des universités sénégalaises. Et c'était un programme qui était particulièrement intéressant. On appelait ça le PAPES, Programme d'appui au personnel enseignante sénégalaise. Et par rapport à ça, donc il y avait des financements qui étaient octroyés à des femmes. Il fallait donc faire acte de candidature, faire une proposition de projet de recherche, et ensuite il y avait un comité qui se réunissait et qui sélectionnait les dossiers. Et il y avait donc des enveloppes qui étaient donc octroyées aux récipiendaires, aux lauréates, qui leur permettaient donc notamment de faire des projets de recherche d'envergure. J'en avais moi-même bénéficié une première fois. Ensuite, quand ça a été reconduit, là aussi, j'avais aussi réussi à décrocher un financement. Malheureusement, pour le versement des pécules, ça n'a pas été fait.
juste la moitié. Malheureusement, transition politique, changement donc de ministre, celui qui l'a remplacé n'a pas voulu honorer les engagements du ministre. Et à notre niveau, nous avions donc créé un groupe WhatsApp, donc les bénéficiaires PAPES. On a essayé sur le terrain de l'activisme d'arriver donc à obtenir les sommes qui nous étaient promises. Malheureusement, après plusieurs années, il a fallu quand même battre en retraite. C'est dire que véritablement, il n'y aurait aucun moyen pour nous de récupérer ces sommes. Donc voilà, et c'est un programme qui s'est arrêté net, qui s'est arrêté net. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de topique, de précis par rapport, qui ciblait véritablement les femmes enseignantes. Maintenant, au point de vue universitaire, vous connaissez peut-être le système des voyages d'études. Un voyage d'études, c'est un voyage qu'on accorde à l'enseignant tous les 2 ans. Donc, il choisit une destination et il y a une somme d'argent que l'université met à sa disposition pour qu'il puisse donc partir en voyage, faire ses recherches et produire. Et cette production, elle est importante parce que c'est ça qui permet d'avancer. Les concours, oui, mais par contre, à côté, surtout pour être professeur titulaire, il faut quand même avoir réussi à écrire un certain nombre d'articles, à les publier. Et ces publications, c'est grâce peut-être à ces voyages d'études qu'on arrive à les faire, ces publications. Parce que ça permet quand même à l'enseignant de s'isoler. Donc, de pouvoir échapper à tous ces tracas qui pourraient exister au niveau, donc, familial, social, au niveau du Sénégal. Parce que vous connaissez un peu comment le mode de vie se passe ici au Sénégal, hein. Surtout quand on est une femme mariée, avec donc, véritablement, on est dans un réseau familial assez dense. Il y a des cérémonies qui se passent donc régulièrement. Je participer donc à cette vie familiale, ces activités. Et je pense que peut-être à un moment donné, ça peut constituer un handicap. Donc pour la carrière de l'enseignante chercheuse. Et donc par rapport maintenant à l'amélioration de la situation des femmes, pour ce qui est des institutions de recherche, euh, moi, par rapport à l'université de Ziguinchor, je n'ai pas tellement l'impression qu'il y ait beaucoup de femmes qui veuillent faire des études doctorales. On n'a pas beaucoup, en tout cas par rapport aux candidats au doctorat, beaucoup de femmes. Il y a aussi une surreprésentation des hommes. Et souvent, les femmes qui s'inscrivent en doctorat, je pense qu'elles ont du mal à finaliser. On a d'excellents profils parmi donc nos doctorantes. Malheureusement, il y en a qui se laissent happer donc par la vie dans les ONG, qui arrivent à toucher de l'argent, peut-être qui arrivent à gagner leur vie correctement, et qui peut-être ne sentent pas la nécessité d'aller au bout, d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Ce qui fait que donc on a des personnes qui restent en thèse pour plus de 10 ans, surtout les femmes qui n'arrivent pas à finaliser. Donc ça, c'est un constat que j'ai pu faire. Et même en dehors de notre université, bon, c'est vrai qu'il m'arrive d'être membre de jury dans de plusieurs soutenances. Et là, je dois dire très nettement qu'il y a une sous-représentation des femmes également. Donc, elles arrivent donc disons, à se mettre le pied à l'étrier, à commencer des recherches doctorales, mais qu'elles ne finissent pas. Qu'elles ne finissent pas. Est-ce que donc cette inscription en doctorat, ce n'est pas un prétexte pour rester encore dans le système, essayer de voir en termes donc d'opportunités professionnelles, est-ce qu'on n'arrive pas à grappiller par-ci par-là donc des contrats qui permettent de vivre convenablement. Mais en tout cas, le constat que je fais moi donc dans le cadre de mon expérience personnelle, c'est que il y a très 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 peu de femmes qui arrivent à soutenir leur thèse. Et peut-être en tant que question par rapport à ça, pourquoi pensez-vous que les femmes choisissent potentiellement pas de faire le doctorat en particulier? Est-ce que ça pourrait aussi être parce que ils voient déjà la surreprésentation des hommes dans cette matière-là, ou est-ce que vous pensez que les obstacles socioculturels dans ce sens-là sont pas si graves que ça? Euh, Pourquoi les femmes n'arrivent pas jusqu'à la soutenance de la thèse? C'est ça la question, non? Donc, par rapport à ça, moi, par rapport à mon expérience professionnelle personnelle, pour la soutenance de la thèse, je dois avouer que bon, je me suis inscrite en thèse, j'ai fait ma thèse à l'université de Genève, et là, c'est vrai qu'il m'est arrivé de lâcher, de rester pratiquement toute une année sans rien faire, parce qu'on se dit quand même, au bout d'un certain nombre d'années d'études,
il est temps quand même de trouver un travail, de se caser et de vivre sa vie. Parce que être dans un cheminement intellectuel doctoral, c'est véritablement étudier tous les jours. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on a cet amour-là pour les études au point de s'y adonner quotidiennement? Ce n'est pas forcément le projet de tout le monde. Et même, il y a la pression familiale. Et je la sentais aussi chez les blanches, pardon, excusez-moi, chez mes camarades de classe qui étaient occidentales, européennes. Elles aussi, certaines de leurs camarades, elles disaient, mais jusqu'à présent, vous faites des études. Vous voulez devenir ministre? Ou bien, pourquoi est-ce que vous étudiez jusqu'à présent? Et je me rappelle aussi que je m'étais inscrite pour devenir avocate. J'avais même prêté serment à l'université de Versailles. Et là, ce qui m'a poussé à arrêter, c'est un de mes frères qui m'appelle, qui me dit, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas étudier? Parce que j'avais déjà soutenu ma thèse et j'étais encore parti dans un autre parcours de formation. Et ça, c'est véritablement, pour l'entourage, c'est peut être quelque chose de difficile à comprendre. Et on est là dans une posture d'éternel étudiant. Et je pense pas que ça fasse véritablement plaisir, euh, voilà, à la personne elle-même, hein. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, quand même, il y a cette pression-là et qu'il faut arrêter et qu'il faut, voilà, il faut aller trouver un travail, travailler plutôt que d'étudier constamment. Et dans la carrière universitaire aussi, c'est aussi étudier tous les jours, lire, produire, préparer des cours. Et je pense que quand même, ça peut être très, très, très lourd. Voilà pourquoi je pense que peut-être donc pour une femme, une carrière dans le monde de l'enseignement, dans la recherche, il faut véritablement une passion très forte derrière et pour pouvoir donc s'y adonner. J'espère que ça répond à la question. Merci pour le partage de vos expériences. Et peut-être comme dernière question de ma part avant de donner la parole à Bara, peut-être il y a aussi d'autres femmes qui ont permis à vous de persévérer aussi dans des circonstances si difficiles. Existe-t-il des sororités ou d'autres collectifs féminins? Parce que vous avez fait aussi référence au groupe WhatsApp où vous avez essayé ensemble de tenir le plaidoyer. Donc, bon, pour ce qui est des sororités, bon, je peux pas me prononcer là-dessus. Bon, à part le groupe WhatsApp dont j'ai parlé, à part l'association COFULEF, dans laquelle donc j'ai milité quelque temps, je ne peux pas donc, dire véritablement qu'il y en ait eu dans le cadre de mon parcours personnel. Que j'ai été à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et là-bas aussi, bon, c'était pas en tout cas les femmes, je ne voyais pas d'organisation de femmes en fait. Je ne voyais pas d'organisation de femmes. C'était peut-être chacune pour soi. Et pour ce qui est aussi de l'étranger, je n'ai pas fait cette expérience d'organisation de femmes qui aide donc celles-ci à avancer dans leur carrière professionnelle dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et donc, ce que je peux dire en termes d'expérience de ce point de vue-là, c'est juste l'association COFULEF. Donc, ça concernait donc les femmes enseignantes supérieures. Et même cette association, après le décès de sa fondatrice, je pense que là, tout s'est arrêté. C'est- Tout s'est arrêté, voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Karen. Maintenant, on se dirige vers le public. Si vous avez des questions ou des commentaires, ils sont les bienvenus. Là, pour les questions, on a une surreprésentation qui est intéressante. Là, pour aller plus rapidement, on va donner la, on va donner la parole directement. Oui, on va donner la parole directement aux dames. Oui. Iba, oui. Bien. Vous pouvez vous présenter et poser votre question directement. Ok, donc merci.
C'est Awayad, je suis enseignante-chercheur au département d'histoire de l'UCAD. J'aimerais juste revenir sur quelques facteurs bloquants qui ont été cités ici, qui me paraissent à mes yeux très importants. Donc le premier, c'est le faible engagement des femmes dans les postes électifs. Le professeur en a parlé, elle a été élue dans un poste central. Il y a aussi la longueur des études dont elle a parlé, mais à propos de euh, cette longueur qui peut être euh, redoutable pour les femmes, il faut remarquer aussi qu'il y a une avancée avec depuis l'adoption du système LMD, avec la thèse unique. Donc, parce qu'avant il fallait passer la thèse de troisième cycle, après faire la thèse de thèse d'État, et beaucoup de collègues sont partis à la retraite sans avoir soutenu leur thèse d'État. Mais avec la thèse unique, donc, on remarque qu'il y a une plus grande présence des femmes à l'université. Si je prends la faculté de lettres où je suis, je crois qu'on est à peu près moins de 150 enseignants, mais il y a à peu près plus d'une trentaine de femmes. La dernière, c'est l'absence de politique d'inclusion. Et là, j'aimerais interpeller madame. Vous avez eu à diriger un laboratoire. Qu'est-ce que vous avez eu à faire pour la promotion des femmes dans ce laboratoire? Puisque vous l'avez dit, il y avait qu'une seule dame. Elle n'a pas été retenue. Mais pendant le temps où vous y étiez, est-ce que vous avez posé des jalons pour qu'à l'avenir, qu'il y ait plus de femmes et que les femmes qui participent soient retenues? Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, ouais, sur cette table. Oui, un peu suite. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aminata Sarr. Je suis la représentante du COSEF, Conseil sénégalais des femmes. Je tenais à féliciter les modérateurs ainsi que Madame la directrice, Madame Watt. Vous avez parlé des blocages. Vous avez dit que vous avez cité un certain nombre de blocages. Et on voit que à l'élémentaire, au collège, au lycée, les filles battent les hommes. Elles occupent les premières places. Mais une fois à l'université, il y a un blocage. Vous avez listé tout à l'heure 6 femmes sur combien de milliers, ou bien combien de millions de femmes. Vous avez cité des blocages. Moi, je vous pose la question. Quelles sont les solutions que vous pensez mettre en place pour régler le problème? C'était ma question. Parce que vraiment, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est désolant. Il y a très peu de femmes qui accèdent, qui parviennent à soutenir leur thèse. Merci beaucoup. Oui. Oui. Allez-y, monsieur. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Abdoulaye Sow. Je suis ici en qualité de représentant de l'association APMC, Action pour un meilleur changement. D'abord, c'est un grand honneur pour moi d'assister à cette auguste assemblée. Comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que le privilège nous est offert lors des activités citoyennes, nous rencontrons des hommes et des femmes d'exception. Et à chaque fois, ils nous donnent des leçons de pratique de vie que nulle part nous ne pouvons acquérir. Madame, nous vous remercions pour votre brillante exposé. J'ai une seule question. Ma question est la suivante. Quelle politique publique peut favoriser une meilleure représentativité des femmes dans la production de savoir? Quelle politique publique peut favoriser une meilleure représentativité des femmes dans la production de savoir? Merci. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Miati, je viens de Madagascar et je suis membre du mouvement Jeunesse et Citoyenneté. Donc tout d'abord, je voulais vraiment féliciter
Wati pour leur 10e anniversaire. Merci beaucoup aussi pour l'invitation et merci aussi, docteur, pour votre intervention. Donc, ma question se porterait plus sur les mœurs et coutumes. Donc, pour Madagascar, les mœurs et coutumes ont été toujours un blocage pour les femmes, non seulement pour avoir une éducation, mais également à participer à tout plan décisionnel sur la communauté. Donc, ma question, c'est que, vu que nous travaillons sur nous travaillons sur la promotion des femmes sur les plans décisionnels. Donc, quelle serait votre recommandation, peut-être, votre solution, afin que nous puissions vraiment pousser ces femmes-là d'une manière à ne pas s'opposer à cette culture, mais de vraiment respecter cela, mais à la fois aussi d'éveiller cette envie de prendre une décision dans la communauté. Voilà, merci beaucoup. Oui, Bonjour, c'est Fatoumata Badji, fellow chez ASS. Et ma question, c'était déjà, je vous remercie pour le panel qui a été très intéressant. Et je voulais rebondir sur l'hypothèse que vous avez donnée sur la représentation des femmes. Peut-être c'est pour des questions sociales. La raison pour laquelle les femmes ne sont pas beaucoup représentées. Et je voulais savoir si, par exemple, vous avez donné l'exemple des grilles de compétences lors des entretiens pour les femmes. Est-ce qu'il ne faut pas des grilles de compétences beaucoup plus équitables au lieu de égalitaires? Parce que les femmes et les hommes ne sont pas en train de partir sur les mêmes piédestals, donc peut-être de prioriser des grilles de compétences qui prennent en compte ces questions, des questions plus équitables que égalitaires. Merci beaucoup. D'accord. Donc, c'est Michel Ngom du ministère de l'Éducation nationale. Donc, je voudrais juste amener une contribution. C'est vrai, elle, c'est au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous, c'est un niveau beaucoup moins supérieur. Cependant, et à notre niveau, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons trouvé la parade. Donc, il y a ce qu'on appelle les postes priorités femmes. Donc, pour ce qui a trait au provisorat, poste de principal, poste de directeur, poste de surveillant général. Il y a aussi le bonus genre qu'on attribue aux dames aussi pour leur permettre quand même d'avoir une certaine suprématie par rapport aux hommes. Donc, ce serait bien que vous puissiez quand même faire copier ce modèle et l'amener au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup. J'ai une question. oui. Mariam, vas-y. Merci beaucoup, Ba. Il fallait demander l'autorisation, même si j'avais le micro. J'ai une question à professeur. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et pour vos partages. Il y a une initiative que j'avais vue à l'université Cheikh Anta Diop à l'époque, quand j'étais encore en première année, deuxième année et en troisième année à la licence. C'était l'association des retraités femmes de l'université Cheikh Anta Diop. Donc retraités enseignantes-chercheurs, retraités personnel administratif et de service, qui avait l'initiative à chaque fin d'année universitaire de récompenser les femmes, les filles majors dans les différentes facultés. Et je me rappelle que à chacune de ces cérémonies-là de récompense, au-delà des prix et de l'argent, parce qu'elles nous donnaient beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de femmes, enseignantes-chercheurs, retraitées, qui étaient invitées pour discuter avec nous en tant que jeunes filles étudiantes, pour nous parler de leur parcours, de leur recherche. Et c'était très inspirant d'avoir ces rôles modèles, entre guillemets, là, de femmes qui ont été dans le monde de la recherche et qui ont eu des parcours extraordinaires. Et je me rappelle que c'est l'une des choses qui ont fait aujourd'hui que ça m'a inspirée à m'inscrire en thèse, parce que je suis doctorante également. Et ma question, c'est de savoir la nouvelle génération, j'ai envie de dire, d'enseignants-chercheurs qui dirigent des laboratoires. Est-ce que vous avez
des initiatives comme celle-là, des actions dans ce sens-là, pour vous rapprocher des jeunes étudiantes, pour parler avec elles en tant que modèle, pour les inciter à la recherche et surtout les informer sur toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à elles au-delà du master après la thèse. Merci. Merci beaucoup. Oui, professeur, je vois que vous avez noté les questions où je dois les répondre. Bah, D'accord. bah. Ok, S'il vous plaît, allez-y. juste une dernière question. Bon, pas une question en tant que telle aussi. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a le CAMES aussi qui avait mis en place un programme de femmes, 100 femmes docteurs en économie. C'est pas, je crois que j'ai une amie qui a participé. Moi-même, j'avais postulé, on m'a pas pris, mais bon, c'est pas grave. Donc, non, il y a des programmes de discrimination positive qui existent. Donc, que le CAMES a mis en place pour avoir au moins 100 femmes docteurs d'ici 2025 ou 2030, je crois bien. Donc, il y a déjà quand même assez bon, pas assez, il y a déjà beaucoup de femmes aussi qui ont pris par ce programme-là qui a existé. Et aussi, peut-être je vais rejoindre un peu ce que Adi a dit aussi, c'est par rapport au mentorat et au sisterhood, comme on dit en anglais. Dans votre carrière, combien de jeunes filles vous avez poussé pour être comme vous? Parce que je me dis que aussi, dans ce sens-là, cela aussi peut aider. Moi, je suis aux Nations Unies. Aux Nations Unies aussi, il n'y a pas assez de femmes au niveau de représentativité. Donc, moi, je suis rentrée aux Nations Unies par un programme de discrimination positive à travers un programme de fellowship qui nous a permis également d'avoir de l'expérience et autres. Et là, maintenant, ça fait plus de 6 ans que je travaille aux Nations Unies. Mais là, c'est parce qu'il y a eu un programme de discrimination. Bon, positive, hein, je vais dire. Donc, est-ce que aussi, en plus de tout ce qui est fait, comment est-ce que nous, en tant que femmes, on arrive à se soutenir? Parce que vous aviez dit, il y a 6 professeurs au niveau de l'université, mais que chacun évolue de son côté. Mais est-ce que cela nous aide? Cela nous aide pas en tant que femmes. Comment créer ce sisterhood, c'est-à-dire ce lien de sœurs entre nous pour nous aider à aller de l'avant? Et vous aviez bien dit, ça c'est une réalité. Les femmes, on étudie. Je me rappelle quand je faisais mon deuxième master, un ami de mon frère me dit, mais toi, tu étudies pourquoi beaucoup comme ça? Ton mari va prendre soin de toi. Tu étudies comme si c'est toi qui allais être le chef de famille. Ce sont des commentaires qui touchent. Vous voyez, il m'a dit ça depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Je me rappelle de ça. Donc, c'est une réalité, le côté social que la femme n'a pas. Mais je me suis rappelé aussi qu'il y a un professeur à la FASEG au Bénin qui, lui, il a étudié tout le temps en Suisse. Il est revenu sans enfant, sans femme. Tout le monde était choqué pour dire comment est-ce qu'un professeur de ce nom-là peut revenir avec rien. Parce que pour eux, excusez, pour eux, il n'a pas. Ça dit, si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu n'as rien. On regarde pas tes diplômes. On regarde pas donc, ce n'est pas uniquement du côté de la femme, mais c'est aussi du côté de l'homme. Donc, si à 30 ans, l'homme ou la femme n'est pas marié, on se pose des questions. Que tu es sans doctorat, c'est pas notre problème. On va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Parce qu'à la fin, quand tu vas décéder, on va citer tes doctorats jusqu'en... Mais on va pas citer ta descendance, ton mari, ta femme et tout ça. Donc c'est une réalité. On peut pas le nier. On a besoin de se marier, on a besoin de se reproduire, on a besoin. Parce que étudier c'est bon, mais à la fin ta seule tête va partir dans le tombeau. Donc on va se demander comment faire. Merci. Juste pour terminer, il y a aussi le type de doctorat aussi qu'il faut prôner. Il y a aussi le type de doctorat, par exemple, on dit le doctorat de recherche ou même de professionnel, c'est plutôt qui existe maintenant, où tu peux toujours être en train de travailler et puis faire un doctorat. Je pense que cela aussi peut aider les femmes à pouvoir aussi s'y adonner et peut-être d'autres hommes qui le font. Je pense que vous êtes au SHEDS. Le SHEDS a lancé un programme, bon, vous étiez au SHEDS. Le SHEDS avait lancé un programme de doctorat aussi. Bon, j'ai pas pu postuler parce que j'ai pas vu l'information, mais le programme jusqu'à présent n'a pas recommencé. Je me demande si dans la sélection il y a des femmes. En fait, tout ça aussi c'est important de proposer des programmes qui peuvent avantager quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui est dans un autre secteur ou quelqu'un qui est femme ménagère à pouvoir travailler et étudier en même temps. Merci. Merci Marina, merci. Oui, professeur, pour répondre aux différentes questions. Merci, Monsieur Ba.
Merci à l'auditoire hein, pour ces questions qui nous permettent de préciser, hein, mais véritablement au vu de notre expérience personnelle. La première question, c'est quels sont les jalons qui ont été posés pour qu'il y ait plus de femmes au CHETS. Vous venez de citer donc le programme de doctorat. Et à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de candidatures féminines qui ont été reçues. Maintenant, pour ceux qui ont véritablement été choisis, pardon, qui ont été choisies, c'est environ 3, pour ne pas dire 2. Parce que à ce niveau-là, il faut dire aussi que les critères qui avaient été donc sélectionnés, mis en place, les femmes n'ont pas réussi à les remplir. Pourquoi? Parce que on avait quand même noté une certaine désinvolture dans la présentation des dossiers. C'est ce que j'ai pu noter d'un point de vue personnel. Parce que certaines, bon, ne sont pas préparées comme il le fallait pour venir donc déjà proposer un dossier intéressant et savoir défendre celui-ci. Je me souviens qu'il y avait certaines femmes et par rapport aux raisons qui ont fait qu'elles n'ont pas été choisies, c'est parce que d'abord, elles ont voulu écrire sur des thèmes qu'elles ne connaissaient pas. Elles ont juste choisi, je pense, voilà, au hasard, tout go, de travailler sur une question sur laquelle elles n'avaient pas d'expérience préalable. Et là, véritablement, ça n'augurait pas d'un bon diplôme, d'un bon doctorat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le chef, c'est quand même sa vocation, c'est de faire de la recherche-action. C'est de proposer des solutions qui puissent servir aux décideurs, comme ce qui a été dit par le panel de tout à l'heure. Les think tanks, les centres de recherche, véritablement, il faut que ce soit donc il faut que ce sont des instances, des institutions qui produisent donc de la connaissance qui puisse être vulgarisable, mobilisable, utilisable. Et là, par rapport au dossier de candidature en thèse, on doit dire que ce n'était pas ça pour les femmes qui ont été rejetées, parce que encore une fois, elles n'avaient aucune expérience sur ces questions. Donc voilà pourquoi donc oui, même si à travers la mise en place de ce diplôme de doctorat, il y avait une possibilité pour qu'il y ait plus de femmes inscrites en doctorat pour ce qui est du CHETS. Mais là, par rapport donc à l'étude des dossiers, on s'est rendu compte que en termes de sérieux, en termes de contenu, d'intensité, il n'y avait pas ce qu'il fallait donc pour pouvoir recevoir, accepter ces dossiers-là. Donc maintenant, il n'y a pas une politique hein, de fermer la porte aux femmes, pas du tout. Simplement, c'est vrai qu'elles sont évaluées à l'aune des mêmes critères que les hommes. Il n'y a pas une discrimination positive parce que beaucoup de personnes sont revenues dessus. Il n'y a pas de discrimination positive qui chercherait à mettre les femmes en avant, à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans ces institutions. Et est-ce que ce serait souhaitable d'ailleurs qu'on abaisse hein, le niveau de qualité requis rien que pour dire que nous avons des femmes? Moi, je pense que c'est plutôt aux femmes de faire l'effort, de proposer ce qu'il faut pour pouvoir être sélectionnées. Parce que je pense qu'à un certain niveau, parce que le doctorat, il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat. C'est actuellement en vogue, j'ai l'impression que tout le monde veut être docteur. Alors que je pense que c'est un diplôme universitaire. Professeur Batili, vous pouvez peut-être voilà dire quelque chose à ce niveau-là. Quel est le sens d'un doctorat? D'être docteur, c'est pour enseigner. Ce n'est pas pour faire joli sur un CV ou sur une carte de visite. C'est véritablement faire la preuve qu'on a une certaine connaissance d'un certain sujet et qu'on est capable de professer, de disserter longuement sur cette question qu'on connaît de bout en bout. C'est ça le sens d'un doctorat. Et donc, est-ce que pour une femme, il est capital d'avoir un doctorat? Peut-être pas. À moins, peut-être, oui, si elle veut enseigner, d'accord, mais si ce n'est pas le cas, à mon avis, je pense pas que ce soit un diplôme qui soit particulièrement nécessaire. Donc, pour cette première question, donc, quels sont les jalons, donc, qui ont été posés pour qu'il y ait plus de femmes au niveau du CHETS? Donc, il y a ces programmes qui sont ouverts. Et dans la sélection des candidats, même en master, sécurité nationale, défense, sécurité et paix, il n'y a pas, donc, il n'y a pas, en tout cas, une discrimination, hein, contre les femmes. Toutes les personnes, en tout cas, qui remplissent les conditions peuvent s'inscrire. Et je pense qu'au niveau des masters, il y a beaucoup de femmes. Maintenant, en doctorat, c'est une autre paire de manches. Deuxième question, quelle solution à cette sous-représentation des femmes? Bon,
Peut-être c'est aux femmes elles-mêmes de le vouloir. Parce qu'une carrière, c'est un engagement personnel, un engagement professionnel aussi. Je pense que si on veut arriver à une certaine station, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut se battre pour. Il faut en tout cas faire la preuve de ses capacités à aller jusqu'à ce niveau-là. Nous tous, en tout cas moi, d'un point de vue personnel, à l'université, déjà on sait que la correction, elle est anonyme. Les profs ne font pas le distinguo entre femmes et hommes pour savoir qui est-ce qu'il faut laisser passer. Je pense que c'est les meilleurs, c'est véritablement l'excellence qui prime sur toute autre considération. Donc, si les femmes veulent réellement arriver à être chercheurs, à avoir les plus hauts diplômes du monde, il faut travailler, tout simplement. Encore travailler, toujours travailler, comme dirait Abdoulaye Wade. Parce que c'est ça véritablement qui permet d'y arriver. Parce qu'on est aussi dans le domaine des études. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire prévaloir d'autres critères que ceux académiques. Parce qu'il s'agit quand même de former quelqu'un, de former des étudiants. Donc, on ne peut pas laisser entrer dans les amphithéâtres n'importe qui. Sinon, voilà, on se retrouve dans des situations qui ne sont pas forcément souhaitables. Donc, une personne qui se dit enseignante universitaire, il faudrait qu'elle ait la capacité d'enseigner comme une universitaire. Qu'elle ait les connaissances qu'il faut, qu'elle ait le comportement qu'il faut. En tout cas, il y a plein de critères qui, je pense, sont beaucoup plus importants que le fait d'être une femme ou d'être un homme. Véritablement, là, on met l'accent sur la connaissance. Et je pense que c'est ce qui est primordial. Quelle politique publique pour une meilleure représentation des femmes dans le monde de la recherche, dans la production de savoir? Tout à l'heure, j'ai parlé du programme PAPES, qui a été arrêté brutalement et qui constituait quand même une belle initiative. Parce que de mon point de vue personnel, grâce à ce programme, j'ai pu écrire des articles qui m'ont permis de me préparer, de me présenter au concours de CTS, par exemple, pour devenir maître assistante. C'est grâce au PAPES que j'y suis arrivé. Grâce au PAPES. Malheureusement, comme je vous ai dit, ça a été arrêté brutalement, ce qui fait que donc les femmes, malheureusement, n'ont plus la possibilité donc de jouir donc de cette aide providentielle dans le cadre de leur carrière. Peut-être que, oui, dans le cadre des politiques qui vont être mises en œuvre avec donc ce nouveau régime, il y aura peut-être des initiatives de ce genre, mais à ma connaissance, il n'y en a plus encore. Le PAPES, ça s'est arrêté et jusque-là, il n'y a pas donc un programme similaire qui cible les enseignantes ou les femmes chercheurs pour les aider à avancer dans leur carrière. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de Madagascar. Vous avez dit qu'au point de vue culturel, il y a beaucoup de pratiques qui freinent les femmes, qui constituent des blocages pour les femmes. Maintenant, vous demandez est-ce qu'il y aurait des recommandations pour pousser les femmes à ne pas s'opposer à la culture, mais à prendre une décision dans le sens de la communauté. Ça, peut-être c'est vous qui en parlerez le mieux. J'ai jamais été à Madagascar, mais j'ai eu une anecdote. Concernant le concours d'agrégation, il y avait une professeure enseignante malgache qui avait la volonté donc de se présenter au concours et qui était très brillante de l'avis de tous. Malheureusement, au dernier moment, elle a renoncé. Et de ce que j'ai entendu, c'est parce que son conjoint s'opposait au fait qu'elle se présente à ce concours. Et ça, véritablement, je pense qu'on est à un niveau vraiment très élevé de contraintes qu'on pourrait appeler masculines entre guillemets, qui freinent un peu donc la carrière d'une femme. Pour ce qui est du Sénégal, je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Je pense quand même les hommes sénégalais sont quand même ouverts. De mon expérience personnelle en tout cas, ils sont assez ouverts pour laisser les femmes avancer si elles le veulent. Je n'ai pas connaissance de cas où il y aurait des hommes qui interdiraient à leurs femmes d'avancer dans leur carrière. Pas du tout. Pas du tout en tout cas. Et donc là, bon, par rapport au cas sénégalais, donc c'est par rapport au cas sénégalais que je peux me prononcer. Mais de ce point de vue-là, je pense pas qu'il y ait des entraves à la carrière des femmes. Et puis épouser une femme enseignante, c'est aussi accepter que celle-ci puisse continuer sa carrière académique. Et donc à ce niveau-là, vraiment, je pense que
Oui. Donc, alors, pour la grille de sélection égalitaire, vous avez parlé donc de est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en avant l'équité et non l'égalité. Je répète ce que je viens de dire tout à l'heure, parce qu'on est quand même dans le domaine de la production de savoir, mais aussi de dispenser des enseignements, hein, de faire des enseignements. Je pense que pour enseigner, il faut quand même avoir les qualités requises pour être enseignant. Maintenant, est-ce que la discrimination positive devrait l'emporter sur ce souci qui est véritablement, je dirais donc indissociable du monde académique, de la qualité? Parce que si on décide de mettre l'accent sur la discrimination positive, ça signifierait qu'on laisserait, ou en tout cas, on permettrait à des femmes qui n'ont peut-être pas les qualités requises d'accéder au poste d'enseignant. Et ça, c'est une responsabilité que je pense les universitaires n'accepteront jamais d'endosser. Vous savez que la qualité, en tout cas, est inscrite au cœur du système d'enseignement supérieur. On a une agence nationale d'assurance qualité qui permet d'évaluer toutes les institutions d'enseignement supérieur par rapport à des référentiels de qualité qui ont été mis en place. Et c'est un processus qui est transparent, et c'est un processus aussi qui permet de manière véritablement juste d'évaluer toutes les institutions d'enseignement supérieur. Et nulle part dans ce référentiel, quand même, on ne parle quand même d'abaisser les critères pour permettre aux femmes d'accéder. C'est vrai que dans le référentiel de l'ANAQ-Sup, il y a certaines questions qui permettent de vérifier si les femmes, dans leur cheminement universitaire, jouissent de toutes les garanties, de toutes les possibilités qui leur permettent d'avancer, mais je ne pense pas que cette logique-là soit poussée au point de dire que oui, il faudrait peut-être dans la correction privilégier les femmes. Parce que si on parle d'équité plutôt que d'égalité, c'est peut-être ce genre de questions qu'il faudrait se poser, ou bien ce genre de critères. Je sais pas. Mais en tout cas, dans les grilles de sélection que nous utilisons, c'est vrai que nous n'avons pas de référence qui soit faite aux femmes. Il n'y a pas disons, de discrimination positive en faveur des femmes dans les grilles de sélection. Et moi, je dis que c'est tant mieux. Peut-être que vous pouvez penser différemment. Mais moi, je dis quand même que c'est tant mieux. Et sinon, donc, vous avez dit, plus rapidement, ok. Donc, vous avez dit qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, M. Ngom, il y a donc une parade qui a été trouvée qui permet donc de mettre, de nommer des femmes à des postes qui sont appelés des postes priorité femmes. C'est très bien. Mais pour le monde de l'enseignement supérieur, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. En tout cas, par rapport à la politique d'enseignement supérieur, je n'ai pas connaissance, en tout cas, d'initiatives qui viseraient à permettre aux femmes d'occuper de manière préférentielle certains postes. Mais c'est vrai aussi que par rapport donc au management des universités, nous avons des recteurs qui veulent mettre des femmes en avant, qui décident de leur confier des postes de direction. Mais encore une fois, ce sont des initiatives qui sont quand même assez isolées. Il n'y a pas de politique d'enseignement supérieur qui viserait donc à mettre les femmes en avant. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé aussi donc l'UCAD, l'association des retraitées femmes, cherche à récompenser les filles, une sorte de mentorat, c'est ça. Mentorat, oui, ça a été un peu le cas de la COFULEF. Hein. COFULEF, c'est Convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin. C'est Madame Kourakanyan de la FASEG, qui était, pas FASEG, FASTEF, pardon, de la FASTEF, qui était donc la fondatrice, directrice de cette association, mais elle est décédée depuis 3 ans, et depuis, je n'ai pas eu donc, j'ai pas eu écho d'action de cette association. Je pense j'ai l'impression qu'elle a été tout simplement supprimée, qu'elle n'existe plus. Je sais pas. Donc pour le CAMES, tout à l'heure vous avez dit donc il y a donc 100 femmes docteurs en économie, une initiative du CAMES donc pour permettre aux femmes d'avoir certains postes de responsabilité en matière de recherche et d'études. Oui. Hein? Conclu? D'accord, très bien. Et donc je disais donc ça c'est un programme donc qui concerne l'économie. Moi au niveau donc de l'agrégation de droit privé,
il est arrivé quand même qu'il y ait 2 années de suite des femmes qui soient majors de l'agrégation. Ça signifie que si elles se donnent les moyens, elles peuvent y arriver. Donc, il ne faut pas leur faire de cadeaux. Il faut juste que si elles veulent arriver quelque part, qu'elles se donnent les moyens de leurs ambitions, qu'elles travaillent et qu'elles le fassent. Parce que 2 années de suite, la première fois, c'était une Camerounaise, elle s'appelait Rachel, je sais pas, et l'autre année, c'était une Sénégalaise, Sophie Diagne-Dir, qui est de l'UCAD, qui a été major du concours de l'agrégation du CAMES. Ça, quand même, ça donne une idée, une preuve éclatante, en tout cas, de la possibilité pour les femmes, donc, d'avoir, donc, toutes les stations qu'elles veulent dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, voilà, par rapport au type de doctorat, peut-être, bon, c'est une question qui a déjà été brossée assez rapidement par la première intervenante, qui dit qu'il y a donc, à l'heure actuelle, un doctorat unique, ce qui offre la possibilité aux femmes, donc, d'arriver jusqu'en doctorat. Donc, ça, c'est quand même une initiative qui est salutaire. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, professeur, pour les échanges et vos brillantes contributions. Merci également aux participants pour les questions et commentaires. Donc, ceci met fin à cette discussion et je vous remercie pour votre attention.